Cette guerre est-elle nécessaire? Cette guerre a-t-elle une justification? Ce n'est pas notre guerre. Vous avez sûrement entendu ces remarques dans certains cercles, mais pourquoi disent-ils cela? Eh bien, la réponse à cela se trouve en fait dans la Bible. Oui, c'est incroyable comme elle reste pertinente, mais il y a plus. Pourquoi la Bible? Vous comprendrez pourquoi dans un instant. Si vous voulez savoir pourquoi il y a autre chose, restez avec moi jusqu'à la fin aujourd'hui. Qoéleth, le livre de l'Ecclésiaste, le dit très simplement. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La nature humaine ne change pas. Les schémas se répètent. Et par là, je veux dire que les bien-pensants d'aujourd'hui sont exactement comme ceux d'hier, portant simplement des vêtements modernes. Et on peut le voir si clairement de nos jours. Vous voyez ces gens qui, quand on leur demande ce qu'ils feraient s'ils pouvaient voyager dans le temps, répondent qu'ils tueraient Adolf Hitler? Oui, c'est ça. Comme c'est noble de leur part. La vérité, comme le dirait l'Ecclésiaste, c'est que ce qui se passerait vraiment, c'est que ces mêmes personnes, si elles avaient vécu il y a 90 ans, elles auraient été les mêmes qu'aujourd'hui. Ils insistent pour que l'Amérique n'affronte pas l'Allemagne nazie, car Hitler ne serait pas une menace pour nous. Ce n'est pas notre guerre. Rien de nouveau sous le soleil. Ce sont les gens qui ignorent toujours la violence des tyrans, tant qu'ils croient être en sécurité et que cela reste loin d'eux. Ils confondent la distance avec l'immunité. Et ils enveloppent leur indifférence dans le langage de la paix, de l'humanité et de la supériorité morale. Ce que fait le président Trump aujourd'hui, c'est exactement ce que l'Occident aurait dû faire dans les années 1930, mais n'a pas fait. À l'époque, lorsque Hitler montait en puissance, il écrasait l'opposition, assassinait son propre peuple, se préparait à la conquête et l'Occident détournait le regard. Les bien-pensants s'opposaient à la guerre, ignorèrent la souffrance et se félicitaient de leur pureté morale. Rien de nouveau sous le soleil. Exactement la même chose se passe aujourd'hui, malgré toutes les atrocités horribles commises par l'Iran depuis près de 50 ans, une campagne méprisable de violence horrible contre l'Occident et contre les États-Unis eux-mêmes. J'ai dit la semaine dernière 900 victimes américaines, et ce n'est pas suffisant pour que ces gens aient une raison suffisante de combattre le mal. L'Europe n'a été contrainte de se battre pour sa survie qu'après l'assaut de la Pologne par l'Allemagne nazie. Les États-Unis n'ont rejoint la guerre qu'après l'attaque de Pearl Harbor, qui a tué 2043 Américains. Il y a aussi ceux qui blâment sans cesse Israël, affirmant qu'Israël a été hostile et que tout est de la faute d'Israël. Ils ignorent commodément les faits. Au cours des 3 dernières décennies, Israël a reconnu l'OLP, s'est retiré de territoire, a respecté les résolutions de l'ONU, a démantelé des communautés juives et a déraciné des milliers de nos propres citoyens. Nous avons permis au Hamas de s'implanter à Gaza et avons autorisé l'OLP à établir une autorité autonome dans certaines parties de la Judée et de la Samarie. Nous nous sommes retirés du Liban. Nous avons permis à l'ONU de sécuriser notre frontière nord sur la foi des promesses de la résolution 1701 de l'ONU, tout cela au nom de l'avancement de la paix. Et qu'avons-nous reçu en retour? Une escalade constante du terrorisme, de la violence et de l'incitation, culminant avec l'attaque meurtrière du 7 octobre. Mais c'est de notre faute. Durant toutes ces années, il n'y a pas eu un seul geste de bonne volonté de la part des Arabes qui ait démontré de la sincérité ou un véritable engagement pour la paix. Pas un seul. Et tous ceux qui appellent maintenant à la paix n'ont jamais condamné la violence une seule fois. Ceux qui scandent « du fleuve à la mer » ont trouvé une justification à chaque atrocité contre Israël. Mais eux, ils sont moraux. Le peuple israélien a montré une volonté de prendre d'énormes risques dans l'espoir de la paix. Mais les dangers que nous considérions autrefois comme théoriques ne sont plus abstraits, ils sont réels et ils sont mortels. Malgré le terrorisme incessant et des milliers de roquettes tirées sur nos civils, nous nous sommes retenus pendant 30 ans. Et quand on voit ce dont Israël est capable aujourd'hui, il est clair que nous aurions pu mettre fin à cette menace il y a très longtemps. Nous avons choisi la retenue, espérant que la diplomatie réussirait. Mais cette retenue a été interprétée comme de la faiblesse, une faiblesse que nos ennemis ont cherché à exploiter pour accélérer notre déclin. Cette époque est révolue. Israël ne tolérera plus ceux qui cherchent notre destruction. Le choix leur appartient désormais. Le monde peut changer pour le mieux, mais seulement lorsque les forces du bien défendent leurs valeurs.
au moment où cela compte, pas des décennies plus tard avec le recul. Rien de nouveau sous le soleil, sauf les choix que nous faisons aujourd'hui. Parfois, le bon choix exige de prendre des décisions difficiles. Alors, regardons les événements des derniers jours. L'Iran a désigné le fils de Khamenei comme nouveau dirigeant. Le messager de Dieu, ou comme il l'appelle, l'ayatollah, n'est pas de chair et de sang, comme nous pouvons le voir ici sur cette image. Le Hezbollah et le Hamas ont déclaré soutenir le nouvel ayatollah comme il l'avait fait avec son père. C'est compréhensible vu la ressemblance actuelle entre Gaza, Beyrouth et Téhéran. Des rapports récents signalent une forte hausse de l'activité israélienne et américaine en Iran. Des dizaines, voire des centaines, de membres du Basij ont été tués lors de frappes de drones de précision. Le Basij est la milice paramilitaire de volontaires qui fait partie du corps des gardiens de la révolution islamique, les forces responsables des attaques contre la population iranienne. Des rapports d'Iran signalent aussi une division parmi les dirigeants iraniens. D'un côté, vous avez Mojtaba Khamenei, le nouvel ayatollah nommé, et de l'autre, vous avez Ali Larijani, le chef de l'Agence de sécurité nationale. Avec l'augmentation de la pression, cette division pourrait s'accentuer considérablement. Selon plusieurs sources, les États-Unis et Israël ont intensifié le rythme de leurs opérations et mènent des frappes à travers l'Iran avec un niveau d'intensité et d'ampleur jamais vu jusqu'à présent. L'objectif est clair, infliger de lourds dégâts à l'infrastructure qui permet les lancements de missiles de l'Iran et son réseau terroriste régional. Cela finira, nous l'espérons tous, par entraîner la chute du régime. Le Premier ministre turc, Erdogan, a appelé à la retenue de toutes les parties. L'Espagne a rappelé son ambassadeur d'Israël, tandis que les Nations unies ont adopté une résolution présentée par les pays arabes condamnant l'agression iranienne. L'approvisionnement mondial en gaz a diminué et les prix de l'énergie ont fortement augmenté cette semaine après la fermeture de l'installation de gaz naturel du Qatar en raison de dégâts attribués à l'Iran. Des indications récentes suggèrent une action coordonnée entre l'Iran et le Qatar pour restreindre l'approvisionnement énergétique et pousser Washington à exiger la fin de la guerre. Sans l'Iran, une grande base américaine à Doha n'a aucune justification. Et sans cette base, l'influence du Qatar s'évapore. C'est probablement pourquoi, depuis le début de la guerre, le Qatar envoie discrètement des messages inhabituellement conciliants envers Israël. Ils voient où va l'avenir. En commentant ces événements, Tucker Carlson a fait preuve d'une grande profondeur dans ses analyses. Muffin pour le muffin les juifs, muffin les juifs, muffin les juifs, muffin les juifs. Et Megyn Kelly, une commentatrice plus sérieuse, a déclaré ceci. Israël, Bibi Netanyahu, Israël, à Israël, 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 Bibi Netanyahu, Israël. En 13 jours de guerre, certains éléments sont désormais incontestables, au-delà de l'actualité immédiate. Israël insiste sans compromis pour démanteler et détruire chaque installation de production de missiles balistiques à l'intérieur de l'Iran. En même temps, Israël a évacué le quartier de Daïa à Beyrouth afin d'éliminer l'ensemble du réseau d'armes, de fabrication et de sites de stockage du Hezbollah. L'Iran ne redeviendra pas ce qu'il était et Israël ne tolérera plus la présence de terroristes dans les pays voisins. Le paradigme de la guerre a changé. Un point très intéressant ici, c'est ce que les médias ne vous disent pas. Le silence autour des crimes de guerre de l'Iran. L'Iran a tiré sur des zones civiles israéliennes et utilisé des missiles chargés de sous-munitions, des armes explicitement interdites par les lois internationales qui sont si souvent brandies contre Israël. Mais lorsque des crimes de guerre sont commis contre Israël, lorsque des armes illégales sont utilisées, lorsque des civils sont délibérément visés sans qu'aucune installation militaire ne se trouve dans les zones ciblées, le monde oublie soudainement ses propres règles. Aucun mot de l'ONU, ni des dizaines de prétendues organisations de défense des droits de l'homme. Les mêmes groupes qui réagissent immédiatement dès qu'une école est touchée à Gaza, touchée par des missiles du Hamas, ou même lorsque cette école servait de site de lancement contre Israël, ou comme en Iran, qui a peut-être aussi été touché par l'Iran lui-même. Ils deviennent complètement silencieux lorsque ce sont les Israéliens qui sont sous le feu. C'est un schéma que nous connaissons trop bien. Des missiles pleuvent sur les villes israéliennes et ils ne disent rien. Mais au moment où Israël frappe la source de ce feu, au moment où Israël élimine une menace, ils apparaissent pour pointer du doigt, réécrire la séquence des événements, effacer la cause et ne mettre en avant que les faits.
Je mentionne cela pour que, lorsque vous entendez leurs plaintes, tout comme avec les accusations concernant la violence des colons, vous posiez la question simple: qu'est-ce qui s'est passé avant? Quelle action a provoqué la réaction qu'ils veulent tant documenter et exhiber comme preuve de vertu? Parce que leur silence sur ces questions est un choix qu'ils font, pas un oubli. Cette confrontation n'est pas simplement un nouvel épisode de violence. Ce n'est plus un conflit limité ni une campagne transactionnelle. Dans mon émission en hébreu sur Galé Israël Radio, le docteur Doran Matza a récemment proposé une façon puissante de comprendre notre époque. Il soutient que nous ne sommes pas dans la continuité de l'ancienne histoire, mais dans une histoire toute nouvelle, et pour Israël, c'est en réalité une histoire meilleure. Israël mène une guerre difficile sur plusieurs fronts depuis plus de 2 ans maintenant. Ce n'est pas simplement un conflit régional, cela a la structure d'une guerre mondiale. Ce que le docteur Matza appelle, sans exagération, une sorte de troisième guerre mondiale. Et dans cette guerre, 4 grands blocs ont émergé, chacun défini non seulement par sa stratégie, mais aussi par son idéologie et même sa philosophie. Le premier bloc est l'axe de la violence. L'Iran, le Hezbollah, le Hamas, les Houthis et d'autres groupes djihadistes, les forces qui tentent depuis des années de saper et de détruire Israël. Le deuxième bloc est le bloc utilitariste et transactionnel, dirigé par les États-Unis sous Donald Trump, qui croit au plus grand bien pour le plus grand nombre, et que les idéologies, même les plus néfastes, peuvent être neutralisées par l'influence économique et les accords. Le troisième bloc est le bloc progressiste d'Europe occidentale, qui s'exprime dans le langage des droits sans responsabilité, cherchant un idéal moral irréaliste qui finit par préserver à la fois le bien et le mal. Le quatrième bloc est le bloc moral que Israël a représenté presque seul pendant des années. Un bloc enraciné dans la justice, la clarté morale et la croyance en un bien et un mal objectif. Selon le docteur Matza, le tournant est survenu le 28 février 2026, lorsque les États-Unis sont passés du bloc utilitariste au bloc moral d'Israël. Il le décrit comme le moment Pearl Harbor de l'Amérique. Ce n'était pas une attaque militaire, mais l'échec des négociations avec l'Iran. Washington a compris qu'on ne négocie pas avec le mal. À partir de ce moment-là, les États-Unis ont été très clairs. Il s'agit d'un combat entre le bien et le mal. Les questions sont abordées avec une clarté morale, avec des positions absolues. Cela s'est accompagné d'une nouvelle doctrine. On ne fait pas pression sur le mal, on le vainc. Et le vaincre signifie que le régime iranien doit tomber ou changer fondamentalement. Le docteur Matza a conclu par quelque chose de profond. Il croit qu'Israël accomplit sa mission historique, la mission du peuple juif, choisi pour apporter la clarté morale au monde. Et dans cette troisième guerre mondiale, les 2 nations qui mènent le combat sont Israël et les États-Unis. Aujourd'hui, dans la région, on sent le sol bouger sous nos pieds. La Turquie s'affaiblit, l'Arabie saoudite devient insignifiante. Moshe Ashkenazi, que j'ai interviewé sur le podcast, propose une analyse intéressante des événements alors que la guerre progresse. Tout d'abord, il dit que la guerre en Iran ébranle la Turquie jusque dans ses fondements, car presque chaque issue possible menace la position stratégique d'Erdogan. Si les Kurdes iraniens obtiennent l'autonomie après la guerre, cela pourrait raviver le nationalisme kurde à travers l'Iran, l'Irak, la Syrie et surtout la Turquie. 20 millions de Kurdes en Turquie pourraient être incités à revendiquer leur indépendance. Pour Erdogan, c'est un cauchemar existentiel. Si l'Iran sort de la guerre avec un gouvernement pro-occidental, il pourrait former un partenariat profond, voire une alliance avec Israël. L'union de la puissance militaire et technologique d'Israël avec la population et les ressources énergétiques de l'Iran formerait une force régionale que la Turquie ne pourrait concurrencer. Une telle alliance attirerait l'attention et les investissements mondiaux, laissant la Turquie en marge. Il mentionne aussi l'Inde, longtemps dépendante de l'énergie iranienne et russe, désormais ouvertement alignée sur le bloc américano-israélien. Cela ruine le rêve de la Turquie de devenir le principal corridor commercial entre l'Inde et l'Europe. Cet itinéraire passera désormais par Israël et non par la Turquie. Honnêtement, feriez-vous confiance à la Turquie si vous étiez les États-Unis? À la fin des combats, la Turquie sera plus faible, isolée et stratégiquement marginalisée. Même en Occident, les fissures apparaissent. La déclaration récente de Donald Trump sur le Royaume-Uni, disant essentiellement que l'Europe ne rejoint les guerres qu'une fois qu'elles ont été gagnées, reflète une vérité plus large. La pertinence stratégique de l'Europe s'estompe. L'Espagne et la France condamnent l'action contre l'Iran.
non pas par principe, mais parce que leurs dirigeants sont déconnectés de la réalité et désireux de détourner l'attention des problèmes intérieurs en invoquant le mot magique. Savez-vous lequel c'est? Israël. Avec la faiblesse persistante de Londres et Paris, l'Allemagne pourrait discrètement devenir le principal partenaire de l'Amérique en Europe sans rôle actif. Tout cela pointe vers un problème plus profond, non seulement politique, mais aussi culturel. Le docteur Ido Netanyahu, oui, le frère de, que j'ai déjà interviewé, a partagé une réflexion puissante dans son émission hebdomadaire sur Galei Israël Radio, où il affirme que ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas juste une faiblesse géopolitique, mais une maladie de civilisation en Occident. Une maladie qui explique l'hésitation envers l'Iran, la confusion sur la guerre d'Israël et même les célébrations choquantes vues dans les villes occidentales le 7 octobre. Souvenez-vous de ce qu'il célébrait, a-t-il dit. Pas seulement la violence, mais le viol, la mutilation, brûler des enfants vivants, massacrer des jeunes lors d'un festival de musique, enlever des personnes âgées et des nourrissons. Et pourtant, à Londres, à Paris, à New York, des gens ont applaudi. Pas seulement des Arabes ou musulmans, mais aussi des Européens et Américains de souche. Ido dit que cette joie vient d'une haine d'Israël qui a été cultivée en Occident depuis des années. Et l'endroit où cette haine a été nourrie, où elle a pris une forme idéologique et une justification morale, c'est le monde universitaire occidental. Des universités, elle s'est diffusée dans la culture, le divertissement, les médias, le discours public, les écoles et les parlements. L'origine n'est pas seulement l'antisémitisme ancien, mais aussi un élément moderne, le relativisme moral. L'affirmation qu'aucune culture n'est supérieure ou inférieure à une autre. Il n'y a pas de bien objectif, pas de mal objectif. Tout est relatif. Ce même état d'esprit amène certains à dire qu'un terroriste du Hamas est un combattant de la liberté. Cela dépend de votre point de vue. Il n'y a ni bien ni mal. Tout est relatif. Mais Ido dit que vous n'avez pas besoin d'être philosophe ou religieux pour savoir que le meurtre délibéré de tout petits et de leur mère est mal, peu importe qui le fait, peu importe la justification qu'ils avancent. Et vous n'avez pas besoin d'une analyse approfondie pour reconnaître qu'une culture qui glorifie de tels actes est profondément défaillante et inférieure, et que la vision du monde qui la célèbre est une maladie. Dans l'Occident moderne, dit-il, toute action menée contre les soi-disant oppresseurs est automatiquement considérée comme morale. Chaque valeur occidentale est aussitôt jugée corrompue ou mauvaise. Même si cela contredit le relativisme lui-même, les croyants ne semblent pas dérangés par leurs propres contradictions. Le relativisme détruit aussi l'idée de patrie parce que les nations ne signifient rien pour eux. Si la patrie ne signifie rien, pourquoi la défendre? Pourquoi servir dans l'armée? Pourquoi se battre pour quoi que ce soit? Donc, il n'est pas surprenant, dit Ido, que les dirigeants européens, redécouvrant la guerre, peinent à recruter des jeunes pour défendre leur pays. Ces dirigeants ne sont pas la cause, ils en sont le reflet. Ils reflètent le relativisme de leur propre société. Et c'est pour cela qu'ils hésitent. Parce que le courage exige la foi et la foi exige la vérité. Sans vérité, il ne peut y avoir de conviction. Pendant ce temps, les pilotes israéliens et américains décollent sans hésitation, pleinement conscients de la clarté morale de leur mission, frappant un régime qui est barbare, primitif et le mal incarné. Nous avons commencé aujourd'hui par le livre de l'Ecclésiaste, rappelant qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais il y a une autre vérité dans notre tradition. Le monde peut changer lorsque les gens choisissent de le changer. Ce qui semblait impossible est devenu réalité après la Seconde Guerre mondiale. Le Japon est devenu l'un des alliés les plus proches de l'Amérique. L'Allemagne est devenue partenaire d'Israël car les forces du bien se sont enfin levées et ont agi. Et c'est là où nous en sommes à nouveau. Israël et les États-Unis se tiennent côte à côte dans un moment qui exige une clarté morale et rejette les excuses. Un moment qui exige du courage. Un moment où nous devons affronter le mal, pas l'apaiser ni négocier avec lui. Je veux ramener cet épisode du niveau de la géopolitique à celui des personnes qui portent ce moment sur leurs épaules. Ce sont les Israéliens. Voilà à quoi ressemble la vie pour nous en ce moment, comme dans cette vidéo. Nos enfants à la maison, prêts à se précipiter en quelques secondes dans une pièce sécurisée. Mais ce n'est rien de nouveau, c'est juste la génération suivante. J'avais 12 ans quand nous sommes descendus dans les abris pendant la guerre de 1973. En 1982, j'ai combattu dans la guerre contre l'OLP au Liban en tant que parachutiste. En 91, pendant la guerre du Golfe, nous étions assis avec des masques à gaz dans des pièces étanches et des abris.
Tout au long des années 90, nous avons affronté des vagues de terreur à travers le pays, malgré les accords de paix d'Oslo. En 2003, une autre guerre, cette fois en Irak. En 2006, la deuxième guerre du Liban. Et dans les années 2000, de nouveaux attentats terroristes, des bus et restaurants explosant partout. En 2005, nous avons quitté Gaza et depuis, nous avons enduré 19 vagues de combats avec le Hamas, chacune accompagnée de tirs de roquettes sur Israël. Et puis est arrivé le 7 octobre. Depuis 2 ans et demi, nos enfants courent vers les abris. L'école est perturbée. Les enfants apprennent la disposition des pièces sécurisées au lieu des terrains de jeu. Sur leur téléphone portable, ils attendent une alerte, pas la prochaine vidéo TikTok. Et pourtant, malgré tout cela, le pays prospère, il grandit, il avance. Une amie Facebook à moi, Avia Roya, a écrit cette semaine que nous ne sommes pas une génération qui cherche la guerre, mais nous sommes une génération qui n'a pas peur de se battre quand il le faut. Quiconque menace nos enfants nous trouvera, les réservistes de l'État d'Israël, Am Israël Haï, et ensemble nous sommes imbattables. Et ça, au final, c'est la véritable histoire. Ce ne sont pas seulement les missiles, les alliances ou le bouleversement mondial, ce sont aussi les gens qui protègent notre foyer contre ceux qui veulent le détruire. Ceux qui portent le fardeau pour que nous puissions vivre. Rien n'est nouveau sous le soleil, mais le courage de notre peuple, ça, c'est éternel. Rien n'est nouveau sous le soleil, sauf les choix que nous faisons maintenant. Et si nous faisons les bons choix, le monde qui émergera de cette guerre sera meilleur que celui qui l'a précédé. Parce que, contrairement à nos ancêtres, nous ne sommes pas des étrangers dans une terre étrangère. Nous sommes chez nous, dans notre pays, dans notre patrie. Am Israel Haï. Je suis Daniel Seaman. Rejoignez-moi à nouveau la semaine prochaine dans Straight Up sur JNS TV à Jérusalem, en Israël.